Merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous. Tout d'abord, je souhaiterais vous faire part du programme des webinaires que Terrasol organisera tout au long de cette année. Donc pour ça, vous avez ici les périodes, enfin, les mois auxquels nous comptons organiser chacun de ces webinaires. Donc il y en a 13 au total. Donc aujourd'hui, c'est le premier, comme je vous disais, consacré à Slake, donc notre outil d'étalalisation pour l'ALEA, pour analyser l'ALEA de liquéfaction. À savoir que le mois prochain, on va également faire un webinaire sur Talent, ensuite Foxstack, Sketch, etc. On va vous partager ces informations-là. Alors, la meilleure manière d'être au courant des dates précises est de vous abonner à notre newsletter. Donc, pour ça, ce que je vous propose est d'accéder directement à la page Slack de notre site, que je vais vous partager ici dans la conversation Teams. Alors, tout en bas de la page, vous avez le moyen de vous abonner à notre newsletter. Donc, c'est via ces canaux que nous allons partager les informations, ainsi que d'autres actualités logicielles Terrassol. Alors, en parallèle, je voudrais vous partager les calendriers de formation que nous proposons cette année, en particulier la première période de l'année. Donc toutes les sessions qui vont se dérouler en mars. Et en l'occurrence, la session de Slake qui est programmée pour le 20 mars, donc c'est un lundi, après-midi à Paris. Donc si ça vous intéresse, je vais vous laisser le lien et vous pouvez vous inscrire. Alors aujourd'hui, nous allons dérouler une introduction à Slake. Euh, hop. Nous allons dérouler une introduction à Slake. Donc, comme je disais, notre outil d'analyse de l'aléa liquéfaction des sols soumis à des sollicitations sismiques à partir de l'exploitation d'essais in situ. Donc, je vais vous laisser, donc je viens de vous mettre dans la conversation les liens vers notre site. Donc, vous pouvez le consulter si vous voulez en parallèle de ce webinaire. À noter que vous avez la possibilité d'accéder directement à une version d'évaluation de l'outil. Donc, pour cela, il suffit d'installer le logiciel. Tout simplement, vous installez la version complète ou les mots démo, peu importe. Et vous pouvez vous laisser guider par l'interface. Vous allez voir que du moment où vous lancez le logiciel, il va vous proposer de faire la demande d'une licence d'évaluation. Donc pour cela, vous serez renvoyé vers un formulaire à remplir et vous recevrez la licence d'évaluation ainsi que les instructions pour l'installer sur votre poste directement dans les minutes qui suivent. Donc c'est un processus très rapide. Vous êtes autonome là-dessus et donc vous pouvez y accéder dès maintenant. Euh, Alors, ce webinaire sera animé par l'un de nos responsables d'équipe et co-rédacteur du CT 45 de la FPS, donc Manuel Legde, que vous voyez ici à l'écran, et qui sera accompagné d'une de nos ingénieurs d'études, donc Jasmine Targawi, pardon. Donc, comme je vous disais, pour ceux qui viennent d'arriver, donc ce webinaire est enregistré. Je vous invite à muter vos micros et si vous souhaitez poser des questions, il faut mieux privilégier le chat, la conversation. Donc n'hésitez pas à les écrire, on y répondra après la présentation. Donc je laisse la parole à Manuel. Merci Marc, bonjour à tous. Je vais juste partager directement. Est-ce que tu peux me confirmer, Marc, qu'on voit C'est bien bon. l'écran? Parfait. Alors, sans plus tarder, on attaque. Le programme qu'on vous propose aujourd'hui en 3 points, c'est tout d'abord un rappel, je dirais, théorique ou méthodologique assez succinct sur l'analyse de l'aléa liquéfaction des sols en lien avec notre soft, donc avec Slake. Ensuite de quoi, on va tout de suite entrer dans le vif, puisqu'il s'agit d'une présentation de ce logiciel-là, donc avec une application pratique sur le cas d'une analyse basée sur l'exploitation de différents sondages de type pénétromètre statique et SPT. Et puis, après ce moment qui devrait nous occuper pendant une grosse demi-heure, je pense, il y aura une séance de questions-réponses pour échanger avec vous. Donc, en premier lieu, la liquéfaction. De quoi s'agit-il? C'est une instabilité caractéristique des sables fins saturés contractants. Donc, on parle de matériaux qui sont pulvérulents à l'état lâche ou très lâche et qui sont susceptibles de développer des surpressions interstitielles élevées, très élevées, sous l'effet de sollicitations sismiques en conditions non drainées.
Et c'est ces surpressions qui sont à l'origine d'une perte de résistance du cisaillement par diminution, voire annulation totale de la contrainte verticale effective dans le sol. Et c'est un phénomène qui est à distinguer de celui qui se passe dans les matériaux qui sont dilatants, comme des sables denses, où on parle plutôt de mobilité cyclique, où la perte de résistance est bloquée aux grandes déformations par des effets de blocage par dilatance. Ensuite, ce qui se passe dans les matériaux qui sont doués de cohésion, notamment les argiles molles, c'est plutôt des phénomènes qui sont liés à une perte de rigidité, liée à l'accumulation potentiellement très élevée de déformations irréversibles, mais où il n'y a pas de liquéfaction vraie à proprement parler. Et les conséquences de ces phénomènes, elles sont à l'échelle macroscopique absolument désastreuses et elles s'accompagnent de dégâts qui sont potentiellement très élevés sur les structures anthropiques. Donc, un petit mot sur Slake, là-dedans. En fait, ce logiciel est destiné, comme il est basé, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, sur l'implémentation de méthodes simplifiées directes, basées sur l'exploitation de sondages in situ. C'est un logiciel, du coup, qui couvre ce qu'on pourrait qualifier de liquéfaction vraie. Donc, ce qui est... hop. Donc, ce qui relève du comportement des sables fins, comme je disais, à l'état lâche ou très lâche, donc des matériaux contractants. Et c'est un logiciel qui n'est pas à proprement parler destiné à l'évaluation des effets de la mobilité cyclique ou de l'adoucissement cyclique. Sur le schéma organisationnel des analyses de liquéfaction, ce qu'on peut dire, c'est que d'une façon générale, ils sont articulés autour d'une approche qui est séquencée et graduelle. Donc, la première étape, elle consiste à examiner l'opportunité de la liquéfaction. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait concomitance de deux situations. La première, c'est qu'on ait des matériaux qui soient saturés, donc sous nappe, puisque c'est le développement de surpression interstitielle qui va venir sabrer la résistance au cisaillement par perte de contrainte verticale effective. Et la deuxième condition, c'est qu'il y ait une libération suffisante d'énergie lors des mouvements sismiques. Donc, classiquement, ce qu'on dit, c'est que pour des magnitudes de moments sismiques qui sont inférieures à 5, il n'y a pas de cas répertoriés aujourd'hui de liquéfaction. Donc, pour des situations où la magnitude de moments sismiques est inférieure à 5, l'analyse, en toute rigueur, n'a pas à être menée. La deuxième étape, celle qui concerne la susceptibilité des sols à la liquéfaction, elle est théoriquement menée en amont dans les projets et puis elle relève plutôt de caractéristiques d'état ou physique des sols. Donc, on les caractérise en laboratoire, que ce soit en termes de plasticité ou de granulométrie, mais indépendamment des conditions sismiques de projet. On vient qualifier la possibilité, la susceptibilité ou non d'un matériau à la liquéfaction. Ensuite, il y a l'étape 3 qui, elle, consiste à quantifier l'aléa, donc par l'introduction de facteurs de sécurité. Il existe plusieurs possibilités pour y parvenir, les méthodes indirectes qui sont, par exemple, associées aux simulations numériques, ou les méthodes directes qui reposent sur l'exploitation d'essais en laboratoire cycliques, par exemple du triaxe cyclique ou du DSS. Et enfin, il y a la troisième option parmi les méthodes directes, c'est en se basant directement sur l'exploitation d'essais in situ au carottier battu, SPT, et ou au CPT. Et c'est ça qui est implémenté, ces méthodes-là qui sont implémentées dans notre soft Slake. La quatrième étape, à partir du moment où on a dit qu'il y a liquéfaction, si jamais il y a liquéfaction, c'est d'en évaluer les conséquences, donc c'est les effets induits. Donc là, classiquement, on parle des déplacements qui sont observables en surface, donc que ce soit les tassements ou le lateral spreading, c'est-à-dire l'écoulement, les écoulements horizontaux. Et à la fin de ce logigramme, bien évidemment, si liquéfaction il y a et que les conséquences ont été évaluées, quels sont les traitements qu'il est possible d'envisager, ou alors l'implémentation directe des conséquences dans les dimensionnements des ouvrages. Slake s'insère là-dedans dans les étapes 3 et 4, c'est-à-dire qu'il va permettre de quantifier l'aléa liquéfaction par l'introduction de facteurs de sécurité, mais il permet aussi, et ça c'est un plus, d'avoir une première analyse en déformation en évaluant des tassements post-liquéfaction, tassements irréversibles post-liquéfaction. Je l'ai précisé en bas, ça tombe sous le sens, hein, mais Slake, comme l'ensemble des logiciels en général, n'est qu'un outil d'aide à la décision et il ne se substitue en aucun cas à une analyse complète et rigoureuse en fonction notamment de la catégorie d'importance de vos ouvrages. Donc,
quand on parle de procédures simplifiées, parce que c'est ce qu'il y a au cœur du sujet quand on parle de Slake, une procédure simplifiée repose sur l'introduction de facteurs de sécurité. Ici, les facteurs de sécurité à la liquéfaction. Celle qui est implémentée dans Slake de méthode est celle dite du NCER, qui a été formalisée dans un article aujourd'hui assez célèbre de Youd et Idriss au début des années 2000. Mais c'est des études qui sont initiées dès les années 70 aux États-Unis et au Japon. Donc, les facteurs de sécurité à la liquéfaction, ils sont définis comme le rapport entre ce qu'on pourrait qualifier un terme de résistance, c'est le CRR, c'est la résistance cyclique au cisaillement normalisé, et un terme qu'on pourrait qualifier d'action, qui est le CSR, qui est pour sa part la contrainte de cisaillement cyclique normalisé. Et le rapport du CSR, pardon, du CRR, avec les acronymes, c'est toujours un petit peu compliqué. Le rapport du CRR sur le CSR, il est ensuite corrigé de différents facteurs. Donc, c'est ce qu'on voit ici dans cette équation-là, MSF, K sigma, K alpha, qui permettent de ramener cette expression-là à, par exemple, MSF, la magnitude réelle de sismique de projet, puisque tout ça est calé sur des magnitudes de moment à 7,5. Donc, si votre séisme de projet a une magnitude qui est inférieure ou supérieure, il faut corriger cette expression analytique via le facteur MSF. Et d'autres paramètres que je qualifierais d'avancés, K sigma qui tient compte des non-linéarités de la variation du CSR avec les états de contrainte, et du K alpha qui est un paramètre encore plus complexe, entre guillemets, qui tient compte de la présence de contraintes de cisaillement statique dans le sol. Donc, typiquement, ce qui se passe dans des sites qui sont en légère pente ou en pied de talus ou au pied de structures, enfin, d'éléments anthropiques. Donc, les facteurs de sécurité définis par le rapport CRR-CSR, ils restent à qualifier, ces deux termes-là. Donc, le terme CSR, c'est donc l'action sismique, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais elle est qualifiée par une formulation analytique qui est exprimée ci-dessous, qui est proposée par SID au début des années 70, et qui dépend du coup de l'accélération de pic en surface, de la contrainte moyenne pendant la durée du séisme, des états de contrainte, et d'un paramètre RD ici qui tient compte de la souplesse de la colonne de sol. Le tour de force de ces procédures simplifiées, c'est que la qualification du CRR, donc la résistance au cisaillement cyclique normalisé, elle a été reliée empiriquement de façon directe aux paramètres, aux résultats normalisés des essais in situ, que ce soit les CPT ou les SPT. C'est-à-dire, à partir d'un SPT, je récupère un nombre de coups, SPT, j'applique un certain nombre de corrections dessus et de normalisation. J'aboutis du coup à une valeur N160CS, équivalent sable propre, clean sand. Et ensuite, par lecture directe sur les abats qui ont été proposés par Youd et Idriss, je peux savoir si je me situe dans le domaine liquéfiable ou non liquéfiable en comparant cette valeur de CRR par rapport au terme d'action, donc au CSR. Un petit mot rapide pour l'introduction aux analyses en déformation et aux effets induits. Donc, les méthodes qui sont implémentées dans Slake, elles reposent directement en fait sur les abacs de Ishihara et Yoshimin, qui ont été modifiés ensuite par différents auteurs, donc notamment on peut citer parmi les plus célèbres Zhang, Brackman et Robertson, et puis un petit peu plus tardivement Idriss et Boulanger. Et en fait, cette méthode-là, en fait, elle relie les déformations volumiques aux facteurs de sécurité qui ont été précédemment calculés. Elle les relie via 3 paramètres au choix, soit la distorsion maximale, hein, donc la déformation au cisaillement, soit la densité relative, soit, et c'est l'apport majeur des auteurs contemporains, directement aux paramètres normalisés d'essais in situ, donc les fameux N160CS pour le SPT, ou le QC1-NCS pour le CPT. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a calculé un facteur de sécurité à la liquéfaction et qu'on connaît et qu'on a des résultats de paramètres normalisés d'essai, on peut remonter via ces abacs-là à des déformations volumiques post-liquéfaction. Et ensuite, par intégration simple sur la colonne de sol de ces déformations volumiques, on remonte à des tassements unidimensionnels en surface. Donc, en synthèse, vous avez vu que c'est allé très très vite. Que fait Slake
On dispose de résultats d'essais in situ, donc que ce soit des SPT ou des CPT. Et en chaque point de la colonne de sol qui est auscultée, on va réaliser une normalisation des paramètres des résultats d'essai, donc pour aboutir à des valeurs QC1N, CS pour du CPT et du N160 CS pour du SPT. Et on va ensuite calculer des CRR via les ABAC, les formulations sur ABAC de Youd et Idriss, les comparer en tout point avec les valeurs de cisaillement cyclique normalisé, le CSR, qui dépendent des paramètres sismiques d'entrée du projet. On va ensuite établir le rapport entre ce CRR et ce CSR. Ça va nous donner un facteur de sécurité qui est en toute rigueur valable pour un séisme de référence 7,5. Et ensuite, on va venir corriger ce facteur de sécurité par les termes MSF et éventuellement K sigma, K alpha pour se replacer dans les conditions de notre projet. En plus de cette approche pour quantifier les facteurs de sécurité qui est celle proposée par le NCER aujourd'hui, ce que Slake fait en plus, comme je vous l'avais indiqué et comme je vous le montrerai, c'est une évaluation en première approche des effets induits et notamment des tassements post-liquéfaction. Il y a d'autres facteurs, d'autres indicateurs qui sont également proposés, comme les hauteurs liquéfiables cumulées vis-à-vis de différents facteurs de sécurité que l'on peut introduire, ou des paramètres tels le LPI, qui sont l'index de Liquefaction Potential Index, en anglais, ce serait mon accent, qui permet de qualifier de façon un petit peu plus globale et moins ponctuelle l'aléa. Donc, notre logiciel, comme tous les autres qu'on développe à Terrasol et qui sont aujourd'hui bien connus, a fait évidemment l'objet d'un protocole de validation interne. Et j'ajoute à cela qu'il a été développé en parallèle de la rédaction du cahier technique 45 de la FPS, du sous-groupe liquéfaction de la FPS. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que, évidemment, je suis allé extrêmement vite dans cette présentation théorique. Il y aurait beaucoup de choses à dire à la fois sur le phénomène liquéfaction qui est complexe, mais également aussi, bien sûr, sur la prise en main logicielle. Donc, sachez de toute façon qu'il y a des manuels techniques et de prise en main qui sont en accès libre et permanent, donc sur notre plateforme web. Je vous montrerai tout à l'heure, quand on ouvrira le logiciel, comment y accéder directement. Vous n'avez pas besoin d'être détenteur d'une licence pour pouvoir accéder à ces documents. Donc, en particulier, vous pouvez balayer le manuel technique, ce qui vous donne une bonne compréhension par exemple, le déroulé de A à Z de la méthode NCER. Donc, ce que je vous propose maintenant, pour continuer et pour aller un tout petit peu plus loin, c'est d'ouvrir le logiciel pour voir ensemble à quoi il ressemble, comment fonctionne l'input, comment fonctionne l'output. Et puis, pour illustrer tout ça, je vous propose de partir d'un cas fictif où on va mener une analyse de liquéfaction sur la base d'un ensemble de sondages. Donc, j'ai à disposition 5 sondages CPT qui seront directement importés depuis un fichier Excel. Je vous montrerai comment on peut faire ça de façon très intuitive, ainsi qu'un sondage SPT. Comme ça, vous pourrez voir à la fois comment on mène une analyse sur la base d'un essai SPT, sur la base d'un essai CPT, et comment est-ce qu'on peut avoir ensuite une analyse globale avec une projection plane de l'aléa. Donc, le site étudié, grosso modo, c'est dans des dépôts jeunes, hein, donc il y a une superposition d'alluvions jeunes puis anciennes, qui sont caractérisées au CPT, on le voit ici, là, par des résistances en pointe relativement faibles en tête de l'ordre de 3 MPa, croissantes en profondeur. C'est ce qu'on retrouve aussi avec les profils SPT. Et puis je vous ai mis, mais ce n'est pas vraiment important pour le déroulement de l'exercice, les caractéristiques à la fois en termes de stratigraphie et pondérale des matériaux qui sont des données que vous aurez à renseigner ensuite dans Slake. Donc, pour évaluer les facteurs de sécurité par la méthode du NCER,
donc les fameux FS, et puis dans un deuxième temps les effets induits, il faut aussi qu'on introduise dans notre modèle, enfin pardon, dans notre application, les hypothèses sismiques. Donc les hypothèses sismiques, c'est systématiquement un couple accélération maximale en surface, donc le Amax, ou Peak Ground Acceleration, PGA, et une magnitude de moment sismique, MW. J'insiste ici d'ailleurs sur le fait que MW est différente de MS, donc la magnitude des ondes de surface qui sont typiquement celles qui sont données aux Eurocodes, à l'Eurocode 8. Donc voilà, ici pour l'exemple qu'on va retenir, on va partir avec un Amax de 2,16 mètres par seconde carré et une magnitude de mouvement de 6,09 qui correspond à une magnitude sismique, d'onde sismique, pardon, de 6. Et on calculera avec la méthode NCER CP45, et pour les tassements unidimensionnels post-liquéfaction, on partira sur une exploitation des ABAC avec l'approche de Idriss et Boulanger. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais tout de suite ouvrir le logiciel. Est-ce qu'on voit bien? Donc, quand on ouvre Slake, quand vous ouvrirez Slake, ici, le projet a déjà été pré-renseigné. Et vous arrivez théoriquement sur une page vierge. Ce que vous voyez à gauche, le panneau latéral, c'est le panneau de gestion. Donc, au tout début, il s'agit de renseigner et d'identifier notre projet. Donc, très classiquement, on peut le référencer, lui affecter une localisation, définir une référence altimétrique. Donc, ici, par défaut, on travaillera avec du NGF, mais c'est toujours modifiable. Pour les options de calcul, comme je vous disais, il y a lieu de choisir quelle est la méthode par laquelle on va quantifier les facteurs de sécurité et les calculs de tassement post-liquéfaction. Donc, pour l'instant, 2 méthodes ont été implémentées dans le logiciel. D'autres viendront renforcer ce catalogue. Pour l'instant, il y a la méthode NCER stricto sensu, et puis la méthode qu'on a qualifiée de NCER/CT45, qui, elle, tient compte des recommandations particulières de ce cahier technique de la FPS. On pourra peut-être en parler ultérieurement. Des corrections à la marge. Pour les méthodes de calcul, c'est toujours sur la base des ABAC de Ishihara et Yoshimine. Mais ensuite, ce qui change, c'est les jeux de corrélation entre les densités relatives et les paramètres, enfin, et les résultats d'essais normalisés, qui peuvent reposer sur des hypothèses proposées par différents auteurs. Donc, nous, on a implémenté pour l'instant celles qui sont le plus communément répandues, utilisées, donc celle de Zhang, Robertson et Brackman en 2002, ou celle de Idriss et Boulanger un petit peu plus récemment. Les hypothèses sismiques, comme je vous expliquais, elles sont à renseigner de façon explicite au début, l'accélération, le couple accélération et la magnitude. Sachez que dans le cadre de projets qui sont réalisés en France et qui relèvent de bâtiments à risque normal ou d'ICPE, il y a un petit assistant ici qui est donné directement et qui vous permet, à partir du zonage sismique, de la classe de sol et de la catégorie importance de votre projet, de remonter directement à ces valeurs de magnitude et d'accélération. Par exemple, si je modifie ça, vous voyez que ma magnitude change, l'accélération maximale change, et je peux choisir de transférer ces valeurs directement, ce que je ne ferai pas là tout de suite. Ensuite, il y a les paramètres avancés. Comme leur nom l'indique, ils ne sont pas nécessairement utiles à décrire pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Globalement, ils concernent les valeurs d'accélération de la pesanteur, de poids volumique de l'eau et les pressions de référence. À partir du moment où vous avez défini votre projet de façon globale, vous devez ensuite créer des sondages. Donc, créer un sondage soit CPT, soit SPT. Là, je vais vous montrer un premier sondage CPT. Celui-ci a déjà été créé. Donc, la première chose à faire, c'est de référencer le sondage et de définir s'il s'agit d'un CPT ou d'un SPT. Il va ensuite falloir renseigner la topographie de votre site en conditions initiales, c'est-à-dire au moment où vous avez réalisé les essais, et en situation finale, celle qui est concomitante avec l'action sismique. Pourquoi est-ce qu'il y a deux modèles stratigraphiques à renseigner, comme vous le voyez ici, là, sur la droite, par exemple? Eh bien, c'est simplement parce que la résistance au cisaillement cyclique normalisé, donc le terme CRR, le terme de résistance, il dépend des états de contrainte qui sont ceux au moment où vous avez réalisé effectivement votre essai
SPT ou CPT. Et donc, vous devez, pour calculer le CRR, renseigner les états de contrainte à ce moment-là et donc définir une stratigraphie ainsi qu'un niveau d'eau concomitant à la réalisation de ces essais. Pour la définition de l'action sismique, donc le CSR, vous vous placez dans des conditions qui sont celles qui seront, que verra le site au moment de la survenue de votre séisme de projet. Donc, en particulier, si vous avez eu des terrassements en grande masse, que ce soit en remblai ou en déblai, vous pouvez introduire ces variations topographiques, mais aussi vous pouvez jouer sur les niveaux de la nappe. Et tout ça, je le rappelle, pour caractériser plus finement les états de contrainte qui sont concomitants avec l'action sismique. Vous aurez systématiquement et pour chaque sondage à renseigner le modèle stratigraphique. Donc, c'est les différentes couches de sol et les poids volumiques qui sont associés, insaturés et saturés. Et ensuite, vous devez renseigner, bien évidemment, les résultats bruts d'essai. Donc, je vais vous montrer ici directement comment est-ce qu'on peut faire pour le cas d'un CPT. Le plus simple, je vais dupliquer ce sondage, le sondage CPT1, je vais l'appeler un bis, par exemple. Je vais changer sa couleur parce que ça évitera de se superposer avec les autres. Et pour bien vous montrer comment on fait, je supprime tout ici. Donc, je n'ai plus les résultats de mon sondage CPT. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller les copier. J'ai ici, par exemple, sur un fichier Excel, les résultats d'un sondage CPT. Je les copie-colle, un simple copier-coller, et je peux ici, avec cet assistant d'importation, les récupérer directement depuis le presse-papier. Vous voyez ici, ce que je peux faire, c'est des transformations d'unités à la volée. Donc, mes essais, ils étaient exprimés plutôt en mégapascal et pas en kilopascal. Et je vais introduire ce qui se passe entre les lignes 4 et 620 importées. À partir du moment où mon essai est importé, vous voyez sur la droite directement l'affichage des résultats. J'ai mon profil, voilà, j'ai mon profil pénétrométrique qui s'affiche. Du moment que j'ai un profil pénétrométrique, que j'ai renseigné mon modèle stratigraphique et les paramètres de calcul, je peux calculer du coup les facteurs de sécurité pour ce profil pénétrométrique. J'appuie donc sur calculer et ça va nous permettre tout de suite de balayer les résultats ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est y aller de façon progressive. Alors voilà, la première chose que l'on peut renseigner, que l'on peut projeter, excusez-moi, c'est les résultats bruts d'essai. Donc pour un CPT, c'est les profils pénétrométriques en profondeur, mais aussi les frottements sur le manchon, les rapports de frottement et puis les pressions interstitielles, donc les mesures de U2 si jamais vous avez un CPT-U. Si vous n'avez pas de CPT-U, mesure de pression interstitielle, ce graphe disparaît. Ensuite, vous pouvez y ajouter d'autres paramètres, donc le paramètre BQ par exemple, mais aussi les profils de contrainte en profondeur, donc en conditions initiales et en conditions projet. Je vais faire un petit peu de ménage, je vais supprimer un certain nombre de graphiques pour que ça reste lisible. Ici, je vais supprimer le BQ, je garde les états de contrainte. Vous pouvez projeter en ce qui concerne les essais CPT un paramètre qui est très utile, qui est l'indice de comportement de Robertson, IC. Donc, vous voyez ici le profil IC. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, bien évidemment, sur l'ensemble de vos graphiques, vous pouvez zoomer simplement en utilisant la molette de votre souris. Et vous pouvez également jouer sur les échelles par clic droit en configurant les abscisses de votre axe. Donc, par exemple, si ici, je suppose que 22 MPa, c'est un peu trop, je peux réduire à 10 MPa maximum, voilà, pour voir de façon un petit peu moins éclatée mon profil pénétrométrique. Donc, si je poursuis ce tour d'horizon, ensuite, vous pouvez projeter également naturellement les résultats normalisés d'essai. Donc ici, la valeur QC1N, qui est donc la normalisation du QC par les états de contrainte, et le QC1NCS, qui est l'opération qui consiste à ramener tout ça à un équivalent sable propre pour pouvoir ensuite se servir des abacs de Youd et Idriss.
Et enfin, les résultats d'analyse liquéfaction à proprement parler, c'est le dernier onglet ici sur lequel je peux cliquer. Donc, je peux récupérer mes courbes CSR, qui est la courbe pleine bleue ici, et le CRR, qui sont les points rouges qui ont été calculés à chaque endroit où j'avais un résultat de mesure. Et on sait que le rapport des deux va me donner le facteur de sécurité, modulo les corrections MSF et K sigma, K alpha. Donc, voilà, facteur de sécurité, à quoi il ressemble. Une fois de plus, je vais vous faire un petit peu de ménage. Voilà. Donc, je décide de garder. Oh, je vais supprimer aussi les ratios CSR, CRR. Donc voilà, ici, vous avez le profil des facteurs de sécurité en profondeur. Donc, tout ce qui s'affiche en vert, c'est là où les facteurs de sécurité sont supérieurs à votre critère de sécurité cible. En l'occurrence, vous avez choisi 1,25. En jaune, c'est tout ce qui se situe entre la stabilité, donc 1, et la sécurité, 1,25. Et en rouge, c'est les points où vous avez un facteur de sécurité qui est inférieur ou égal à l'unité, c'est-à-dire là où théoriquement il y a amorce de liquéfaction. Voilà. Vous pouvez également projeter les courbes de tassement S1D que l'on a récupérées en intégrant les déformations volumiques récupérées en tout point où on avait un calcul de facteur de sécurité. Donc ça, c'est pour l'essai pénétrométrique. Maintenant, je peux vous montrer, donc ici, sur ce cas test, on avait plusieurs CPT, donc on peut les balayer. Vous voyez, j'ai différents essais dont je peux aller examiner les résultats d'analyse de façon individuelle. Je peux aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le montrer, les représenter non plus de façon graphique, mais de façon tabulée. Donc en bas à droite, je passe sur un affichage tableau, et vous voyez que j'ai l'ensemble des paramètres, des données d'entrée et puis des résultats de calcul qui s'affichent en tout point de calcul et que je peux exporter très facilement vers le presse-papier ou en créant un fichier Excel pour réaliser du post-traitement derrière, si vous le souhaitez. Donc, le temps passe. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'input et l'output pour le SPT. Excusez-moi, lui, je vais le supprimer. Je vais sur mon sondage SPT. Alors, comment est-ce que je crée un sondage SPT? C'est la même chose que tout à l'heure. En fait, quand je viens créer un nouveau sondage, je lui confère un type. Donc ici, ce n'est pas du CPT, c'est du SPT. Je le nomme. J'établis un profil stratigraphique et topographique. Et ensuite, pour le SPT, j'ai des valeurs, évidemment, le nombre de coups à rentrer, les ratios d'énergie, les fractions de fines. Tout comme pour le CPT, je peux soit rentrer ça directement à la main dans l'input logiciel ou via l'assistant d'importation, qui est possible ici. Et il y a des données matérielles de sondage qui sont à renseigner pour le SPT. Donc, typiquement, le dispositif de battage, le diamètre de forage et la méthode d'échantillonnage. Sachez sur Slake qu'il y a systématiquement pour l'ensemble des paramètres des figures d'aide. Donc, vous voyez ici, il y a le petit signe point d'interrogation. Quand vous cliquez dessus, vous avez des figures d'aide. Il y a aussi des bulles de survol, donc sur chacun des paramètres. Voilà. Sur chacun des paramètres qu'il est à renseigner, vous avez une bulle qui vous permet d'expliquer de façon explicite de quoi ça relève. Voilà du coup pour le cas du SPT. Donc, si je lance un calcul, je peux voir sur le bandeau à droite ici qui me permet de gérer l'exploitation des résultats. Qu'est-ce que je peux projeter? Je peux projeter le nombre de coups, évidemment, après correction. Donc, c'est le N1 60, ça c'est la correction par la normalisation des états de contrainte et les ratios d'énergie. Et le N1 60 CS qui ajoute en plus une correction sur les feeds. Je peux les projeter d'ailleurs, ces valeurs de ER et de FC, donc de fractions fines, si jamais je les ai renseignées. J'ai mes résultats de facteurs de sécurité ici, sur lesquels, hop, par exemple, je mets sur l'axe des abscisses. Voilà. Et de la même façon que pour le CPT, en chaque point où j'ai calculé un facteur de sécurité, eh ben, j'ai aussi calculé de facto une déformation volumique qui, du coup, par intégration, me permet de remonter à un tassement en surface. Donc, les résultats principaux sont systématiquement, pour le cas des deux types d'essais, synthétisés en partie basse, ici en bas à droite. Donc, vous voyez
les hypothèses sismiques qui sont rappelées, le facteur de sécurité minimum qui a été calculé, en l'occurrence pour ce SPT, c'est 1,12, les hauteurs cumulées de matériaux liquéfiables vis-à-vis de deux critères, votre facteur de sécurité limite ou votre facteur de sécurité cible, les tassements sismo-induits post-liquéfaction, ici à peu près 2,45, et ce fameux LPI. Donc, pareil pour le SPT, vous avez accès à une projection graphique des résultats, mais aussi à une projection que je dirais tabulée, donc en cliquant sur affichage tableau des résultats. Et là, vous avez de la même façon, en chaque point où vous avez réalisé un essai, vous avez accès à vos données d'entrée, ici à gauche, et puis à tous les paramètres intermédiaires de calcul et les résultats finaux de calcul, qui sont donc les facteurs de sécurité, les niveaux de déformation, epsilon v par exemple, les hauteurs cumulées liquéfiables, etc., etc. Que vous pouvez également, par simple clic ici en haut à droite, exporter soit sur le presse-papier, soit en créant un fichier Excel à part entière. Ce qui est intéressant avec Slake aussi, c'est, vous voyez, vous avez un pool d'essais ici. Si je reviens sur n'importe lequel de ces essais, dans l'identification du sondage, vous aviez la possibilité de définir des coordonnées en plan, donc en X et en Y, pour chacun des sondages. Ce qui vous permet, dans un deuxième temps, si vous le souhaitez, d'avoir une représentation plane de l'aléa, donc, ou comparative et plane ensuite de l'aléa. Donc, je lance ici une comparaison, lancer la comparaison. Et vous voyez ici, j'ai du coup l'ensemble de mes sondages qui sont représentés sur la gauche. Je peux en sélectionner certains en cochant, décochant les cases associées sur la gauche. Je peux par exemple, dans un premier temps, supprimer mon SPT. Donc voilà, je vois qu'est-ce qui se passe avec mon analyse CPT. J'ai l'ensemble de mes courbes CPT qui sont superposées. Donc pareil, sur mes résultats, mon bandeau de gestion de résultats, ici à droite, je peux choisir ce que je souhaite projeter. En l'occurrence, il y avait les profils pénétrométriques, mais je peux aussi, par exemple, rajouter les rapports de frottement, les RF. Je peux projeter les valeurs normalisées d'essai, si on y voit une utilité. On peut aller sur les abacs de Robertson, ça c'est intéressant pour voir, pour qualifier le matériau en profondeur en sélectionnant l'ensemble des essais. Et puis je peux bien entendu projeter mes facteurs de sécurité à la liquéfaction qu'on voit ici, c'est le troisième tableau, pour l'ensemble de mes sondages et l'ensemble des courbes de tassement pour l'ensemble des sondages qui sont sélectionnés. Cette analyse comparative, elle peut également contenir des sondages SPT, mais dans ce cas-là, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, la seule chose que l'on peut projeter de façon concomitante, si j'ai des SPT et des CPT, c'est les facteurs de sécurité et les tassements sismo-induits qui ont été calculés. Donc, vous voyez ici, chaque petit point correspond à un facteur de sécurité calculé au CPT, là où j'avais un point de mesure. Et les barres ici qui ressemblent à avec ces éléments de barre ici correspondent au calcul d'un facteur de sécurité sur le SPT. La longueur de cette barre est donnée par l'interdistance l'intervalle entre deux points de mesure. Et c'est sur cet intervalle-là, en fait, qu'on va intégrer la déformation volumique qui a été calculée pour calculer le tassement. Voilà. Dernier élément, c'est je peux, de la même façon que pour les sondages individuels, je peux avoir une projection graphique, mais aussi en tableau. Donc, vous voyez sur le tableau ici, j'ai une représentation des résultats principaux, donc en termes de facteurs de sécurité minimaux et de tassement qui ont été calculés pour chacun des sondages. Pareil, je peux décider arbitrairement de projeter l'un ou l'autre sondage ou tous les sondages en les sélectionnant sur le bandeau à gauche. Et je peux avoir ce que j'appelais tout à l'heure une représentation plane de l'aléa. Donc ici, je peux, à condition d'avoir associé à chaque sondage des coordonnées dans le plan, je peux projeter différents paramètres, différents résultats de calcul, donc soit les facteurs de sécurité, soit en général celui qui est le plus intéressant, c'est les tassements. Et je peux avoir accès à une cartographie des tassements post-liquéfaction avec différents types d'interpolation. Donc, vous voyez ici, on a introduit différentes familles, différentes méthodes pour l'interpolation. Je garde le crigeage à l'écran. Et vous pouvez, bien entendu, toujours, par simple clic droit, configurer vos axes. Donc, si vous voulez, par exemple, augmenter ou diminuer le contraste sur les valeurs de
projeter, vous pouvez jouer directement sur ça. J'en ai fini avec la présentation de l'input et de l'output. J'ai juste en grande vitesse 2 choses à vous montrer en plus. Je vous avais indiqué tout à l'heure que les manuels sont en libre accès et de façon permanente. Vous voyez ici en bas à gauche du bandeau de gestion projet, vous avez l'onglet manuel. Si je clique dessus, il va vous ramener sur une page Internet. En l'occurrence, moi, je suis en local, mais vous aurez accès sur Internet là-dessus. Et vous avez la possibilité d'avoir le manuel de prise en main du logiciel qui vous explique de façon claire et détaillée comment s'y prendre, ou le manuel technique qui, lui, va vous permettre d'explorer plus en profondeur les notions de quantification de l'aléa par la méthode NCER et d'analyse en déformation à travers les abacs de Ishihara et Yoshimin. Voilà. Tout dernier point, c'est l'élaboration des impressions de rapport. Donc, à partir du moment où vous avez réalisé votre analyse, vous pouvez choisir de l'exploiter par capture d'écran ou alors d'imprimer des rapports pour les attacher en annexe à vos analyses. Donc, j'ai cliqué en bas à droite sur le petit bouton imprimante, assistant d'impression, pardon. Et vous voyez ici, vous pouvez choisir sur quelle imprimante vous allez travailler. En l'occurrence, je vais faire une impression PDF. Vous pouvez sélectionner quels sont les sondages que vous souhaitez introduire dans votre rapport. Moi, je les sélectionne tous, y compris l'analyse comparée. Et vous pouvez, et ça c'est très intéressant, sélectionner ce que vous voulez introduire dans ces rapports. En l'occurrence, moi, par exemple, je vais ici projeter seulement les données d'entrée et les résultats graphiques, parce que si j'imprime les données d'entrée sous forme graphique, parce que si j'imprime les données d'entrée tabulées des résultats CPT, je me retrouve avec 30 pages à imprimer. Donc voilà, là, je fais le test, par exemple. Je vais l'appeler, hop. Je lance l'impression, ça va prendre quelques secondes. Enregistrement terminé. Et là, je vais voir mon PDF. Voici, donc, qui se présente toujours de la même façon. En haut, j'ai un bandeau qui récapitule l'ensemble de mes hypothèses sismiques et de projets, ainsi que de méthodes. Ici, j'ai les rappels sur le profil stratigraphique, les données d'entrée de mes sondages, et ensuite, je déroule graphiquement les résultats d'analyse. L'objectif de ce logiciel, pour nous, c'est d'avoir des outils en interne qui nous permettent de traiter la question de l'aléa liquéfaction, mais et aussi sans boîte noire. Donc, vous avez accès systématiquement à l'ensemble des données, des hypothèses pour qu'ils soient absolument répétables et contrôlables. J'ai un petit peu dépassé sur le temps qui nous était imparti. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je vous en prie, c'est le moment. Alors, du coup, on a un certain nombre de questions sur le chat. Je vais les reprendre dans l'ordre. La première, c'était quid des essais pressiométriques, dont on n'a pas du tout parlé sur Schleck ou la liquéfaction. Alors ça, c'est très simple. À la date, en fait, les analyses de quantification des facteurs de sécurité, ils reposent sur des rétro-analyses qui ont été initiées aux États-Unis, sur des sites californiens et en Alaska qui ont liquéfié ou non. Et donc, les analyses sont basées sur les exploitations d'essais dont se servent les Américains, donc essentiellement du SPT. Et dans un deuxième temps est arrivé le CPT. Il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, de rétrocalage sur ces questions de liquéfaction qui soit basé sur nos essais un petit peu plus franco-français de type pressiomètre. Donc ça n'existe pas à la date. Une autre question maintenant, si tu peux nous en dire un peu plus sur le LPI, l'indice de liquéfaction potentielle. Ouais. Donc le LPI, le plus simple, c'est d'aller directement, par exemple, sur le manuel technique. Ça me permettra d'illustrer ensuite comment fonctionne ce manuel. Le LPI, c'est une fonction qui permet d'aborder l'aléa non plus de façon discrète, c'est-à-dire les facteurs de sécurité, ils sont définis au point par point. Donc, si j'ai une colonne de sol, admettons par exemple de 10 mètres, avec plusieurs centaines de points mesurés au CPT là-dedans, et que je me retrouve avec que quelques points, donc que quelques centimètres
où j'ai des facteurs de sécurité qui sont potentiellement faibles ou très faibles. Si j'examine ces résultats directement, je peux être amené à qualifier le risque, enfin à surestimer le risque, parce que, je répète, si sur toute la colonne, j'ai des facteurs de sécurité qui sont très faibles que localement, j'ai une appréciation qui est vraiment locale et non plus globale de mon sondage. Donc, ce que permet de faire le LPI, il y a une fonction de pondération sur la profondeur et qui permet de pondérer en fait le poids relatif du facteur de sécurité qui est calculé en fonction des épaisseurs cumulées de liquéfaction et de la profondeur à laquelle on les trouve. Autrement dit, si j'ai que quelques points qui liquéfient sur la hauteur auscultée, je vais me retrouver avec un LPI qui est relativement faible. Si au contraire, et en particulier si ces points sont retrouvés très en profondeur, si au contraire, j'ai une concentration des points qui liquéfient qui est en proche surface et qui représente des épaisseurs qui sont significatives, je vais avoir un index potentiel de liquéfaction qui va être très élevé. Et là-dessus, il y a différents auteurs qui se sont prononcés. Globalement, ce qu'on en dit, c'est que si j'ai un LPI qui est entre 0 et 5, le risque est grosso modo négligeable. Au-dessus de ça, il y a des manifestations qui deviennent visibles à l'effet macroscopique, donc en termes de tassement sismo-induit. Et pour des LPI qui sont supérieurs à 15, alors là, c'est la catastrophe. Donc, ça suppose qu'on envisage de réaliser des traitements ou d'intégrer directement l'aléa dans le dimensionnement des fondations des ouvrages portés. D'accord, merci. En autre question, on a quel est le degré de pertinence des valeurs produites des tassements sismo-induits qui sont donc montrés par SLAC et calculés par SLAC? C'est une première approche assez grossière, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est comme ça que le présentent les auteurs de ces méthodes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles reposent sur plusieurs hypothèses. La première, c'est en théorie, ces courbes, elles ont été basées pour des sables fins d'âge jeune, avec certains niveaux de consolidation. Donc, dès qu'on s'écarte des domaines, des hypothèses initiales du domaine de validité, tout cela devient évidemment discutable. Mais surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la méthode qui est utilisée, qui est proposée, donc ça, c'est pour le calcul des epsilon V, donc des déformations volumiques. Mais ensuite, au-delà de ça, ce qui est défini dans la méthode, c'est que ces déformations volumiques, on va ensuite les intégrer sur les intervalles de calcul et on va du coup répercuter le tassement qui est calculé à une profondeur Z jusqu'à la surface directement. Donc on fait fi du développement des effets de voûte, des réarrangements de grains, là où il y a des matériaux plus gros qui sont indéformables, etc. Et tout. Donc par définition, le tassement qu'on obtient, il correspond à une borne haute, il est majoré par rapport au fait qu'on a projeté jusqu'en surface les effets de ces déformations volumiques en profondeur, sans tenir compte des développements d'effets de voûte. On ne tient pas non plus compte des surfaces de drainage. Donc, si votre couche liquéfiée, elle se situe proche de la surface, par exemple, il y a un effet de drainage au niveau du TN qui est évidemment favorable, etc., etc. Donc, pour répondre assez simplement à votre question, c'est l'évaluation de ces effets induits des tassements unidimensionnels post-liquéfaction, elle est via ces méthodes-là, mais ça, ce n'est pas inhérent à SLAC, c'est inhérent à ces méthodes-là, elle est donnée en première approche. D'accord. Ensuite, on a une question sur les CPT-U et les CPT. D'après ton expérience, est-ce qu'il y a un apport réel d'avoir l'information sur les surpressions, donc les U2, par rapport à un CPT tout court pour tout ce qui est liquéfaction? Alors, ma réponse personnelle en 2 temps, stricto sensu par rapport à la méthode, à l'implémentation de la méthode NCER, le fait qu'il y ait mesure de la pression interstitielle, donc U2, ne change rien, puisque tous les rétrocalages et toute la définition, enfin des courbes, des frontières paramétriques pour la définition des CRR dans cette méthode-là reposent sur des CPT et pas des CPT-U. Donc, avoir un CPT-U vis-à-vis vraiment de la qualification du facteur de sécurité ne va rien apporter de plus. Par contre, comme je disais en introduction, SLAC n'est qu'un outil et il y a tout lieu, lorsqu'on fait des analyses, notamment de liquéfaction, de croiser les éléments d'information et les données d'entrée. Donc, avoir un CPT-U, ça apporte un autre niveau de finesse dans l'analyse.
moi, je pense que c'est intéressant de privilégier du CPT-U parce que ça nous permet, dans le cadre de l'exploitation du sondage CPT, d'accéder à plus d'informations, une information un peu plus riche. Mais je répète, en ce qui concerne l'implémentation stricto sensu de la méthode NCER, CPT ou CPT-U, c'est pareil. Une autre question maintenant plus sur le contexte normatif. En zone de sismicité 3, peut-on se passer de l'analyse de liquéfaction pour des ouvrages de catégorie 1, comme pour les effets sismiques sur les structures? J'ai peur de vous raconter une bêtise, donc je ne me mouillerai peut-être pas là-dessus. Ce qui est sûr et certain, c'est que catégorie 1 et 2, vous n'en avez pas besoin de mener une analyse liquéfaction. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y aura pas d'énergie suffisante libérée par votre séisme. Autrement dit, vous avez des magnitudes d'ondes sismiques, si vous les traduisez en magnitudes de moment, qui vont être inférieures à 5. Donc, on peut se passer du calcul. Quand on est ensuite au-delà, je ne sais pas. Je vais regarder. C'est intéressant comme question, mais je ne saurais pas répondre à la volée. Donc, c'est par rapport à la catégorie d'importance qui serait. Et justement, une question un peu liée, cette fois par rapport plutôt au règlement sismique au Maroc. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on calcule la magnitude MW par rapport à la magnitude classique? Ok, très bonne question. Soit on dispose directement de cette information, soit, et c'est ce que vous propose c'est ce qui est proposé, non pas dans la méthode NCER, mais dans Slake, parce que la méthode NCER, elle vous impose de travailler avec un MW. Donc nous aussi, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut accéder à un MW, sachant que la plupart du temps, on part d'un MS, quand on fait des calculs sur des bâtiments à risque normal, qui relèvent des décrets, en tout cas en France, ou de l'application directe des eurocodes. Donc ce qui est implémenté ce qui est proposé dans Slake, c'est d'avoir une corrélation directe entre les magnitudes d'ondes sismiques MS et les magnitudes de moment MW, et ça passe par les corrélations bilinéaires de Scordilis. Donc, les références, je peux vous les donner, elles sont dans le manuel technique. Voilà, je peux les coller dans le chat, mais elles sont de toute façon disponibles dans notre manuel. Voilà, donc c'est via ces corrélations-là qu'on passe de MS à un MW en Slake. Je vois qu'il y a un participant qui a la main levée. Essayez, s'il vous plaît, plutôt de poser les questions par écrit. On ne vous donnera pas la parole à l'oral. Et sinon, juste une autre question auquel tu as déjà partiellement répondu tout à l'heure, mais donc il n'y a pas de corrélation des données de pressiomètre pour se ramener en quelque sorte à un CPT pour pouvoir faire l'analyse de liquéfaction. Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ce qui n'existe pas, c'est de faire une exploitation directe du pressiomètre dans le cadre d'une analyse dans la procédure simplifiée pour la définition des facteurs de sécurité. J'imagine que la question derrière, c'est de se dire, est-ce que je peux, via des corrélations usuelles, ramener des valeurs de pression limite à du QC ou du NSPT pour ensuite mener une analyse de liquéfaction? Je vous dirais que ça relève de la responsabilité de l'ingénieur. À titre tout à fait personnel, je ne le recommanderais pas. Je pense qu'il faut, si on veut utiliser ces procédures simplifiées, impérativement commander des essais qui sont compatibles avec les REX, donc du SPT ou du CPT. D'accord. Bah, on n'a pas d'autres questions sur le chat. Il y en a une qui vient d'arriver. Par quels critères est-ce qu'on effectue la classification des sols? Et est-ce que toute cette méthode NCER a déjà été appliquée en France, par exemple? Alors, je vais commencer par la deuxième moitié de la question que je comprends peut-être un petit peu mieux. Est-ce qu'on a déjà appliqué la méthode NCER en France? Oui, parce qu'en substance, c'est ce que réclame aujourd'hui, enfin c'est ce que recommande le recode 8, partie 5. Donc, quand on mène une analyse de liquéfaction par des procédures simplifiées, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc NCER, les courbes que vous voyez comme celle-ci
voici ici, là où vous avez à droite le CSR qui est projeté en fonction des résultats normalisés d'essai, en l'occurrence ceux du CPT. Ce type de représentation graphique et ces frontières paramétriques pour la délimitation des zones qui liquéfient ou qui ne liquéfient pas sont données à l'Eurocode 8. Et pour information, mais là on se projette un petit peu dans un avenir dont je ne saurais dire à quel horizon il arrive, la prochaine mouture de l'Eurocode 8 va être extrêmement explicite quant à la méthode à utiliser pour le calcul à la fois des facteurs de sécurité par les procédures simplifiées, mais aussi de l'évaluation des tassements post-liquéfaction sous nappe et même au-dessus de la nappe. Et la classification des sols. Oui, par quels critères effectue-t-on la classification des sols? Je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence par classification des sols, mais si on veut caractériser les paramètres d'état ou les paramètres physiques, on passe, à mon sens, nécessairement par du laboratoire, où on réalise, par exemple, des études classiques de limites d'Atterberg, donc plasticité, indice de plasticité, liquidité, etc., et puis des analyses granulométriques. Alors, la personne a donné plus de détails, c'est dans la partie input, par exemple, la classe C ou D. Ah oui, définir. Ah oui, pardon, ok, ça c'est des classes de sol Eurocode. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Et ben ça dépend de la compacité des terrains, donc soit des essais effectivement précieux, soit SPT, soit ce qui est le mieux, c'est d'avoir des diagrammes, enfin des, des- des vitesses d'onde de cisaillement, donc des profils VS30 que vous récupérez à partir d'essais de type Crossol. Et ça vous permet sur la colonne de sol ausculté en fait de définir directement dans quelle classe vous vous situez à Étang-le-Rocher. Une autre question qui nous ramène un peu sur les magnitudes de moments sismiques. Est-ce que l'utilisation de l'assistance sismique est obligatoire ou est-ce qu'on peut faire sa propre hypothèse? On peut bien entendu faire sa propre hypothèse. Donc ici, dans les hypothèses sismiques, vous introduisez ce que vous voulez. Vous êtes libre tout le temps, à la fois sur le couple accélération-magnitude, mais aussi sur la définition du facteur MSF. Donc MSF, je n'avais pas trop insisté dessus. Je vais cliquer sur la figure d'aide, là, par exemple. Ce qui est défini dans le cadre de l'implémentation stricto sensu de la procédure NCER, c'est ce qui se passe pour un séisme de référence de magnitude 7,5. Quand vous vous écartez de cette magnitude-là, et en général c'est plutôt à la baisse, des séismes de magnitude supérieure, on en voit malheureusement, mais ils ne sont pas légion, il faut choisir du coup un facteur correcteur MSF, et ce que le NCER propose, c'est une bande à l'intérieur de laquelle ces valeurs de MSF sont acceptables, donc avec une borne minimum et une borne maximum. Donc, ce qui est proposé dans Slake par défaut, c'est de choisir de se positionner sur l'une ou l'autre des bornes. Donc la N+, c'est la borne supérieure, N-, c'est la borne inférieure. À la moyenne, donc, entre les deux, la moyenne arithmétique entre la borne sup et la borne inf. Mais vous avez toujours la possibilité d'introduire une valeur libre, donc de corriger votre MSF selon l'hypothèse que vous choisirez d'introduire. Petit mot là-dessus, c'est un paramètre qui n'est pas libre parce qu'il il est lié par exemple au RD. Si vous vous souvenez tout à l'heure, le paramètre RD, c'est celui-ci là, qui permet de tenir compte de la souplesse de la colonne de sol et de se passer forfaitairement d'une analyse de réponse de site. Celui-ci, il dépend intimement de MSF. Donc, ma recommandation serait de rester dans les choix de MSF qui sont dictés par les fuseaux validés par la méthode NCER. Et voilà. On se ramène du coup sur une autre question sur l'index de liquéfaction, encore comme tout à l'heure, le LPI. Quelqu'un qui demande un peu plus de détails sur comment on le calcule. Quel est le paramètre principal qui va impacter le résultat du coup? On le calcule de façon très simple. Le préalable, c'est d'avoir calculé des facteurs de sécurité à la liquéfaction, donc un FS. Et ensuite, sur une colonne de sol de 20 mètres de hauteur, on vient affecter à ce facteur de sécurité une fonction de pondération qui dépend uniquement de la profondeur. Donc, sa formulation analytique, vous la voyez à l'écran, et vous avez la possibilité de la récupérer en libre accès sur notre manuel en ligne.
voilà, je ne la connais pas exactement par cœur, mais c'est cette fonction de pondération, c'est-à-dire qu'il va attribuer une importance relative aux facteurs de sécurité. Elle décroît en fonction de la profondeur. Pourquoi? Parce que au plus les zones liquéfiées se situent en proche surface, au plus elles ont des manifestations macroscopiques qui sont importantes. Si vous avez une couche qui liquéfie à 20 mètres de profondeur, les manifestations en surface sont moins importantes. C'est ça que vient contrôler cette fonction W, dépend de Z, de la profondeur. D'accord. Après, une question un peu différente des autres sur, donc la question c'est est-ce qu'on peut avoir une feuille de calcul? Donc je ne sais pas exactement si c'est à l'import ou à l'export, mais je pense qu'on peut détailler les deux par rapport aux données et aux résultats. À l'import, je ne comprends pas très bien, mais à l'export, en tout cas, ce qui est possible de faire, c'est, je reviens sur un sondage n'importe lequel, par exemple ici, je vais dans les résultats tabulés. Et ici, ce que vous pouvez faire, c'est exporter les résultats. Donc, je vais les exporter dans le presse-papier directement. Je vais vous montrer. Donc, j'ouvre un fichier Excel, j'ouvre une feuille, hop, CTRL-V. Et là, en fait, vous avez récupéré l'ensemble ça contient l'input et l'output, donc ça contient vos hypothèses d'entrée. Ça, c'est les résultats d'essai. Tout ça, c'est des paramètres intermédiaires qui vous ont permis de calculer les facteurs de sécurité et les epsilon. Le mot m'échappe tout le temps, c'est terrible. Enfin, oui, les niveaux de déformation. Et si vous voulez faire du post-traitement, libre à l'utilisateur en fait d'exploiter ou de réexploiter les résultats de calcul qui sont exportables très facilement en fichier CSV. En espérant que ça réponde à la Ouais. question. Et en tout cas, sur la partie import, comme tu l'as montré tout à l'heure, on peut récupérer les données d'Excel et les importer directement dans Slake, Tout à fait. notamment pour les CPT où là, ça serait laborieux. Tout à fait. D'ailleurs, on peut le refaire très rapidement. Je vais créer un sondage ici. Créer un sondage. Je dis bien que c'est un CPT. Et vous voyez ici, du coup, il s'agit de renseigner comme d'habitude les couches. Donc, avec des hypothèses pondérales. Et ensuite, ce qui peut être fastidieux, en particulier dans le cadre d'un CPT, c'est de rentrer point par point les valeurs qui nous permettent de traduire le pénétrogramme, donc les QC, les FS, etc. Si j'ai le résultat de l'essai qui sont directement exploitables au format natif ou disons au format numérique quelque part, c'est ce que j'ai ici par exemple, je remonte la manip par simple copier-coller. Donc les données sont copiées dans le presse-papier et dans Slake, je clique sur l'assistant d'import ici en bas à droite. Il reconnaît directement ce qu'il y a dans mon presse-papier et il me permet de récupérer les données de mon essai avec ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité comment dire, de transformer les unités à la volée. Et puis, bien entendu, si elles n'étaient pas organisées de la même façon dans mon fichier Excel, par exemple, si sur la colonne de gauche, j'avais les QC plutôt que la profondeur, eh bien, je peux évidemment, je peux tout changer de façon profondeur, par exemple. J'ai la possibilité, cet assistant est assez bien fait, il est très ergonomique et il vous permet d'introduire vos essais CPT ou vos essais SPT par simple copier-coller sur votre fichier Excel ou TXT. Parfait. Il y a une autre question, cette fois, qui sort un peu de la méthode NCER, plus sur la liquéfaction de manière générale. Est-ce que le potentiel de liquéfaction existe en champ semi-libre, couche de sable par exemple liquéfiable, confinée à l'intérieur d'une paroi moulée, ancrée dans un horizon raide, pas nécessairement imperméable? Je vais vous faire une réponse très rapide. Non. Vous êtes typiquement en train de vous intéresser à des cas qui sont à un niveau de sophistication qui va bien au-delà de ce qui peut être examiné dans le cadre de ces approches simplifiées. Donc ensuite, si on voulait traiter ce problème-là de façon explicite, il y a lieu de s'interroger sur des méthodes qui ne seraient par exemple pas en contrainte totale, mais on arrive à un niveau de complexité qui est vraiment tout autre. Je pense que ça dépasse largement le cadre de l'exposé de ce matin. C'est des choses qui sont aujourd'hui encore... c'est un domaine de la recherche qui est encore ouvert, hein, la liquéfaction. Donc il n'y a pas nécessairement de protocole qui est clairement établi dans les recommandations ou les textes normatifs, par exemple, associés aux Eurocodes.
Je vous fais une réponse qui est probablement insatisfaisante, mais clairement, pour le sujet que vous évoquez, il y a lieu de creuser et d'aller plus loin dans l'analyse, nettement plus loin. D'accord. Bah, je pense que c'est avec cette question un peu macro qu'on va s'arrêter, parce qu'au final, il y a plus de questions sur le chat. On a répondu à tout et pas de main levée. Très Marc, bien je te alors. laisse la parole pour la conclusion si tu souhaites. Juste remercier tout le monde, tous les présents. Rappeler, comme je vous l'ai mis dans le chat, la session formation Slake qui est programmée le 20 mars prochain. Donc c'est une demi-journée, c'est l'après-midi à Paris. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien vers le bulletin d'inscription dans le chat. Donc n'hésitez pas pour d'autres questions. Je vous ai mis l'adresse à laquelle il nous faut contacter. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde et on vous attend pour les prochains événements. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous.